un thriller géopolitique. Ça commence par une scène presque de film, une tentative d'évasion. Oui, celle de Ferhat Meheni. Exactement, le chef du MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. C'est ce groupe qui milite depuis l'Europe, hein. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans les documents qu'on a là, c'est que cette tentative de fuite vers le Maroc, ce n'est pas un simple fait divers. Non, c'est présenté comme le point final, la conclusion spectaculaire d'un effondrement politique. Notre objectif, c'est donc de décortiquer tout ça, de comprendre ce tournant, les pressions diplomatiques en jeu et ce que ça révèle sur les équilibres en Afrique du Nord. Ce qui est saisissant, en fait, c'est moins les événements eux-mêmes que leur vitesse. On assiste à une séquence incroyablement rapide. En quelques semaines, un mouvement qui était, toléré en Europe depuis décennies, Qui avait pignon sur rue même. voilà, il se retrouve complètement démantelé et son leader acculé. Sans dit long sur la nouvelle relation entre Alger et Paris. La diplomatie a repris la main. Justement, parlons-en. Ce qui me frappe, c'est la brutalité de ce changement de cap de la France. Le MAK a pu opérer avec une certaine latitude pendant des années. Alors pourquoi maintenant ? C'est la question centrale. Et les textes, ils ne pointent pas vers un seul incident, mais plutôt vers une accumulation, une pression algérienne qui est devenue intenable pour Paris. Le point de bascule public, celui qui est vraiment détaillé, c'est une interdiction par la préfecture de Versailles. Ah oui, cette réunion qui a été annulée. Exactement. Et attention, ce n'était pas un simple meeting. L'objectif, c'était de proclamer l'indépendance de la République kabyle. Rien que ça. Donc l'interdiction, c'est un acte politique. C'est un acte politique majeur. C'est un signal envoyé directement à Alger pour dire, en gros, la récréation est terminée. Un engagement à respecter la souveraineté de l'Algérie. Précisément. D'ailleurs, le langage utilisé est très fort. On ne parle pas juste d'interdire une réunion. Le texte de l'arrêté, tel qu'il est cité, il mentionne la volonté d'empêcher le mouvement d'exercer toute activité terroriste sur le sol français. Le mot terroriste est lâché. Le mot est lâché. Et ce n'est pas anodin, c'est reprendre mot pour mot la classification du mouvement par Alger. C'est un message très clair, on est sur la même longueur d'onde. Et ça nous amène directement à la situation personnelle de Ferhat Meheni. Les sources sont formelles. Paris lui aurait envoyé un message d'une clarté glaciale. L'affaire est close. C'est plus que clair, c'est une mise au banc. À partir de là, il est décrit non seulement comme recherché par la justice française, mais aussi interdit de toute activité. La pression monte d'un cran. Ah oui. Et les documents évoquent même le scénario de sa remise à l'Algérie. Ils utilisent l'image d'une épée de Damoclès. Ce qui paraissait impensable il y a encore un an. Complètement. Livrer un opposant politique, même un opposant aussi controversé, c'était pas dans les genres des choses, dans les options. Et là, c'est présenté comme une possibilité sérieusement envisagée. Ce qui, au passage, change un peu les règles du jeu pour les opposants en exil de manière générale. Ben oui. Ça envoie un message qui dépasse largement le cas du MAC. En gros, le sol européen n'est plus un sanctuaire absolu, si les intérêts diplomatiques et sécuritaires de l'état d'accueil changent. D'accord. Donc Paris ferme la porte, et de façon très spectaculaire. Mais Meheni pensait avoir d'autres cartes. Et c'est là que les sources pointent un autre acteur, le Maroc. Oui, et là la dynamique est totalement différente. Alors que la France se retire, le Maroc, lui, est décrit comme y allant de manière frontale. Dans la provocation ouverte presque. C'est ça. L'analyse se concentre sur un groupe, Maroc Demain, qui est présenté sans aucune ambiguïté comme une façade des services de renseignement marocains. Et c'est là qu'on entend parler de ce fameux don royal. Remise de ce don royal est qualifiée de provocation politique manifeste. Le but, selon l'analyse, n'était pas tant d'aider la cause kabyle, Que d'envoyer un message à Alger. exactement. Utiliser le séparatisme kabyle comme un levier, un instrument de chantage régional, quoi. Et il n'y a pas que le don. Le document parle aussi d'un appel aux Marocains d'Europe à se rassembler le 14 décembre pour célébrer cette prétendue indépendance. Tout à fait. L'intention décrite, c'est vraiment de l'instrumentalisation pure. Ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie de l'attention, Et elle semble s'être retournée contre eux. En rendant son soutien si public, si provocateur, le Maroc aurait en quelque sorte forcé la main de la France. Paris ne pouvait plus rester dans le flou. il fallait choisir son camp entre Alger et ce mouvement. C'est ça, entre un partenaire stratégique et un mouvement soutenu par son rival. Le tableau, c'est donc celui d'un isolement international presque total. Mais qu'en est-il du soutien sur le terrain, en Kabylie même? Est-ce que les sources parlent de ça? Ah, elles en parlent, et de manière très directe. C'est là que l'analyse développe son argument le plus fort. Et il faut le dire, c'est une perspective très pro-unité algérienne. D'accord. L'argument central, c'est que ce projet séparatiste serait en réalité une coquille vide. C'est-à-dire? C'est-à-dire, et je cite, « vidé de toute base politique ou populaire réelle en Kabylie ».
Il est présenté comme une construction artificielle, portée par une minorité infime, marginalisée et instrumentalisée. Donc, selon cette vision, le mouvement n'aurait jamais vraiment eu de prise sur la réalité locale? C'est exactement la thèse. Les sources insistent lourdement. Les idées du MAK ne trouveraient aucun écho et seraient même accueillies avec ironie et dérision. C'est une affirmation très forte. Très forte, oui. Et pour l'appuyer, l'analyse brosse le portrait d'une Algérie unie dans sa diversité. Il y a cette phrase qui est censée tout résumer. L'Algérie est un seul corps, impossible à pénétrer ou à diviser. C'est une vision très organique de la nation. Très. Et elle est renforcée par l'histoire. Le texte rappelle que la diversité du pays, berbère, arabe, loin d'être une faiblesse, est présentée comme le ciment de la nation. Et donc, cette cohésion interne serait l'arme la plus puissante. Voilà, la solidité algérienne ne serait pas un coup de chance diplomatique, mais le fruit de décennies de construction nationale. Alors, revenons à cette date du 14 décembre. C'était censé être le grand jour, la proclamation, et d'après les documents, ça a viré au cauchemar. C'est le mot utilisé, oui. C'est vraiment le dénouement. Le mouvement est alors dans une situation impossible. Interdit en France. Présenté comme marginalisé en Kabylie et, pour couronner le tout, miné par des divisions internes. Le tableau est complet. Et Ferhat Meheni se retrouve encerclé et recherché. C'est ça. Ces options se sont évaporées. La fuite devenait la seule issue. Vers le Maroc ou Israël, les autres parrains mentionnés. Oui, et même ces refuges sont décrits comme précaires, parce que ni l'un ni l'autre n'auraient intérêt à sacrifier ses relations avec Alger pour sauver un leader dont le projet est qualifié de mort cérébrale. Le langage est d'une finalité absolue. La partie est terminée. Ah oui, la conclusion est sans appel. Cette chute est présentée comme un message sans équivoque adressé à quiconque menacerait l'unité de l'Algérie. C'est une conclusion presque morale. Ça dépeint la trajectoire de Meheni comme celle d'un homme qui aurait tenté de troquer sa patrie contre des illusions de pouvoir. C'est une condamnation totale. Alors si on essaie de synthétiser ce que nous disent ces documents, le premier point qui saute aux yeux, c'est l'efficacité de la diplomatie algérienne. Ce revirement de la France, c'est vraiment le coup de grâce. Absolument. Le deuxième point, c'est la manière dont les soutiens extérieurs, le Maroc en tête, sont dépeints. Pas comme des alliés idéologiques. Mais comme des acteurs qui utilisent une cause. Exactement. Des acteurs cyniques, et selon l'analyse, cette stratégie s'est avérée contre-productive. Et le troisième pilier de l'analyse, c'est cet argument de l'unité nationale algérienne. L'idée que le projet était voué à l'échec car déconnecté de la réalité du pays. C'est ça. C'est le triptyque. Une diplomatie efficace, des adversaires qui font des erreurs et une base nationale solide. Le récit d'une victoire totale du point de vue de ses sources. Une dernière pensée, alors qu'on referme ces documents. L'analyse présente ça comme une partie terminée. Mais ça soulève une question qui va au-delà de ce cas précis. Quand un mouvement en exil perd ses bases arrières de manière si spectaculaire, est-ce que ça signifie vraiment la fin des idées qu'il portait? Ou est-ce que ces dynamiques, si elles ont une base réelle, ne font pas que se mettre en sommeil, prêtes à se reconfigurer et peut-être à réapparaître plus tard sous de nouvelles formes, quand le contexte géopolitique aura de nouveau changé?